Ne laissez pas les jugements prendre possession de vous, de votre carrière, de vos propres décisions en fait. Vous êtes des gens qui sont responsables de leur vie, vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Bienvenue dans le podcast qui questionne notre rapport au travail. Je m'appelle Laura, je suis coach certifiée et ici je tends le micro à celles et ceux qui s'épanouissent dans leur vie professionnelle ou qui sont un petit peu paumés. Quelle place donnent-ils à leur travail et comment ont-ils su la faire évoluer ? Ici, vous entendrez des histoires inspirantes, sans tabou ni jugement. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Delphine. Depuis plusieurs années, elle évolue dans un milieu qui la passionne, celui des ressources humaines. Son travail a toujours eu une place importante dans sa vie, tant en termes de priorité que de temps accordé. Et elle l'assume complètement, car c'est avant tout un choix. Au micro de Taf Taf, elle revient sur son ambition et sur la façon dont cela peut être perçu par les autres, notamment en tant que femme. Et elle évoque aussi comment le travail a été pour elle un véritable outil de guérison en temps de deuil. Un échange sincère et touchant qui devrait vous donner de l'énergie. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Taf Taf. Merci d'être venue jusqu'à nous. Merci de m'avoir invitée. Pour débuter, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Alors, je m'appelle Delphine, j'ai 48 ans, je travaille dans la fonction RH depuis bientôt 25 ans et je me suis également en parallèle formée à l'hypnose et au coaching. Dans ce podcast, on parle de rapport au travail. Est-ce que tu pourrais nous indiquer quelle est toi ta relation au travail ? Moi, je suis quelqu'un qui suis très investi dans son travail. C'est quelque chose qui est très important pour moi et qui représente une vraie identité. J'ai toujours travaillé dans un environnement qui était très challengeant et ça a toujours tiré ma motivation et mon envie, mon implication et sûrement aussi révélé cette passion dont je parlais tout à l'heure. Pour ceux qui nous écoutent, tu n'as pas dit exactement quel était ton titre. Je ne sais pas si tu veux le partager par ailleurs, mais en tout cas, ton métier est quand même lié à la gestion de l'imprévu, presque la totalité de ta journée. Donc comment est-ce que tu vis ça ? Surtout que c'est lié à des situations plutôt humaines. Comment est-ce que tu vis ça au quotidien, cette notion de tu as des astreintes, tu peux être appelé pour des situations très complexes et sensibles. Comment est-ce que tu gères cette partie émotionnelle et le stress peut-être, que je ne sais pas si ça te génère du stress, mais s'il y en a, comment tu le gères ? En fait, c'est quelque chose qui me motive aussi dans mon travail. Alors ça peut être très très surprenant quand je dis ça, mais ça fait partie des choses qui sont challengeantes pour moi. Je pense qu'un travail routinier m'ennuierait vraiment. Et le fait justement d'avoir ce côté, il peut se passer quelque chose. Il y a un droit d'alerte qui peut tomber, il va falloir traiter la situation ou un accident qui va nécessiter que je fasse de la communication auprès des syndicats de l'entreprise, par exemple, et que j'intervienne. À chaque fois, c'est une nouveauté qui va arriver, une situation un peu de stress, effectivement, au moment, mais en tout cas, pour moi, c'est un stress qui est plutôt moteur qu'un stress qui est bloquant, c'est-à-dire quand la situation arrive sur le moment. Dans ce cas-là, on se met en mode, en tout cas, je me mets en mode objectif à atteindre, régler la problématique, etc. Et c'est là où je me suis surpris à certains moments à me révéler sous un jour que j'imaginais pas, moi qui suis plutôt dans ma vie privée quelqu'un d'introverti, qui va pas toujours oser. Professionnellement, quand je mets ma casquette de professionnel, je suis capable d'aller porter des sujets, aller régler à l'époque des problématiques face à des clients qui étaient très on va dire très incisif, etc. Ou même aujourd'hui, face à des syndicats, aller porter une revendication, aller négocier quelque chose, etc. Donc j'entends finalement que ton travail t'a permis de développer une facette de toi que tu méconnaissais dans ta vie personnelle. Ouais, c'est complètement ça. Je me rends compte que j'ai pas forcément toujours la même personnalité dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle, même si en prenant un peu d'âge, je me rends compte que ça se rapproche quand même assez fortement. C'est-à-dire que la personne privée que je suis, qui est plutôt réservée,
Alors, introvertie, le mot est peut-être un peu fort quand je l'utilisais, mais peut-être plutôt, voilà, on va dire, réservé. Aujourd'hui, s'exprime beaucoup plus, y compris sur ces sujets-là. Mais oui, quand je mets ma casquette de professionnelle, je gagne beaucoup plus en assurance. Et j'ai l'impression, en tout cas, d'être beaucoup plus assurée dans ce que je vais dire, dans ce que je vais faire. Et d'ailleurs, peut-être petit truc qui est assez drôle, c'est que même quand dans ma vie privée, par exemple, j'ai besoin de régler un problème avec l'administration, où je sais que la discussion va être un peu compliquée, ou avec un fournisseur ou personnel, ou quand j'ai besoin de faire un acte de ce type-là, je vais souvent appeler du bureau, en fait. Parce que quand je suis au bureau, j'ai peut-être cette assurance en fait supplémentaire, et je me suis rendu compte de ça, et je le faisais au départ. Je me suis rendu compte un jour que je le faisais de façon pas intentionnelle, mais que c'est ce que je réalisais. Ouais. Et tout à l'heure, tu nous disais que ton travail prenait beaucoup de place dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire, beaucoup de place ? Ah, ça veut dire que j'y passe beaucoup de temps. Je commence assez tôt le matin, je finis souvent tard le soir. Je suis dans un métier où je peux être sollicitée à tout moment sur des situations de crise, par exemple, sur des dangers graves et imminents qui peuvent arriver, ou des situations personnelles qui peuvent être graves, hein, sur des accidents, par exemple, qui peuvent intervenir dans le cadre du travail. Alors, je n'interviens pas médicalement, etc. J'interviens sur le fait d'informer les représentants du personnel du sujet, ou voire de faire en sorte que les enquêtes sur l'accident soient menées, par exemple, de façon assez rapide. Donc ça implique du temps, et puis je suis beaucoup l'actualité, parce que l'actualité influe sur mon travail et tire en même temps mon travail en fonction de quelles sont les décisions qui vont être prises par le gouvernement, les nouvelles lois, voilà, ce qui se passe impacte forcément mon travail, donc je suis très au courant de ça, donc je regarde les informations même en vacances. Je lis Le Monde même en vacances pour avoir un peu des sujets, suivre des sujets d'actualité, par exemple. Et oui, même si j'ai aujourd'hui 2 téléphones, un téléphone perso et un téléphone pro, y a des moments, y compris le week-end ou en vacances, ou le soir, je pense que de façon inconsciente, je vais regarder mon téléphone pro dans la soirée pour voir que tout se passe bien. Donc ça prend quand même cette importance-là pour moi. Et je pense que ce qui est important de dire, c'est que c'est pas ça prend de l'importance et ça prend de la place, mais c'est pas quelque chose que je subis, en fait. C'est quelque chose dont j'ai la parfaite maîtrise, en fait, et qui me stimule et me tire, et qui est mon choix, et qui est une certaine forme de... Oui, qui est mon choix, en fait, qui est quelque chose que je choisis sciemment de faire, de passer à certains moments du temps le week-end à travailler. Par exemple, quand je dis du temps à travailler, c'est que je vais prendre 1 ou 2 heures pour faire quelque chose mais c'est un temps que je choisis d'accorder à mon travail, et c'est pas quelque chose que je subis. Aujourd'hui, on entend énormément parler d'équilibre vie pro, vie perso. Quels sont justement les regards qui peuvent être portés sur ton choix de passer beaucoup de temps au travail, comme tu le dis, pour reprendre tes termes ? Je me sens très souvent jugée pour ça, de la part de certaines personnes qui disent que je m'investis trop, que j'en fais trop, que c'est pas ma boîte, que de toute façon le jour où on n'aura plus besoin de moi, on me mettra dehors comme tout le monde, etc. Ce qui est vrai. Et ce qui est sûrement très vrai, oui. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'investissement que je mets dans mon travail, que ce soit en temps ou en bande passante de cerveau disponible, en tout cas, c'est mon choix. Et c'est assez mal perçu même pour quelqu'un de travailler beaucoup, de rentrer tard le soir du travail. Et d'autant plus, je l'ai remarqué au fil de ma carrière, pour une femme. Parce que le sentiment que j'ai eu pendant des années, c'est que quand tu es une femme, on attend de toi que le soir, tu rentres à la maison pour t'occuper de ta famille, faire à manger, etc. et que tu dois pas être au boulot.
Donc c'est quelque chose effectivement que j'ai ressenti, mais quelque part je, je vis très bien le fait des choix que j'ai fait aujourd'hui de ma carrière, de choix que je fais de l'implication de mon travail. Et c'est pas parce que aujourd'hui je travaille de cette façon-là, je m'implique et je passe autant de temps, et j'ai sûrement un déséquilibre entre ma vie pro et ma vie perso aujourd'hui. Hein. C'est quelque chose dont j'ai parfaitement conscience, mais c'est quelque chose que j'assume, qui me convient. Et ça ne veut pas dire que sur un prochain poste ou à l'avenir, je continuerai à fonctionner de cette façon-là. Alors, hyper intéressant. J'ai 2 questions pour toi, mais qui n'ont absolument rien à voir. Donc, tu choisiras celle que tu préféreras. La première, ouais, c'est... est-ce que dans le même cas de figure que toi, un gars qui travaille autant, est-ce que tu as pu remarquer autour de toi qu'il n'était pas jugé de la même façon, et donc c'est vraiment lié au statut et à ce qu'on peut projeter sur la femme? Première question. Option 1. Ouais. Option 2. Tu évoques quand même qu'il y a un déséquilibre entre vie pro, vie perso, mais qui peut être ajusté en fonction de tes choix, en fait, et de ce que tu as envie de faire. Ma question étant, qu'est-ce que ça vient nourrir chez toi, le fait de travailler et de t'investir de cette façon-là dans ton travail aujourd'hui? Alors, je vais choisir de répondre aux 2, parce que je pense que les 2 questions sont très intéressantes. Merci, Laura. Vis-à-vis... effectivement, moi, j'ai remarqué que des hommes qui restent tard au bureau ont un investissement très très fort dans le travail. On trouve ça complètement normal. C'est accepté, c'est même très très bien. Une femme, c'est vu plutôt d'un mauvais œil. On se dit, c'est une mauvaise femme, une mauvaise mère. Enfin bon, c'est une carriériste. Enfin, on est un peu dans ce sujet-là. Donc, c'est vrai qu'il y a un truc autour de l'ambition et la femme. Une femme, quand elle a de l'ambition, c'est pas toujours très bien porté. Alors, je suis ravie de voir en fait qu'aujourd'hui les générations qui arrivent maintenant n'ont pas du tout ont beaucoup moins, je vais dire, parce que pas du tout. Je pense que c'est peut-être aller très loin, mais en tout cas beaucoup moins cette problématique-là, ou en tout cas s'en dédouane beaucoup. Je suis ravie mais c'est quelque chose que j'ai subi, oui, quand j'étais jeune professionnelle. Ouais. Donc effectivement, je trouve qu'il y a quelque chose dans la relation au travail, ou en tout cas dans la relation d'implication et de déséquilibre de vie pro, vie perso, où on accepte qu'un homme ait ce déséquilibre-là, et on accepte plus facilement d'un homme qu'il ait ce déséquilibre-là, parce que oh là là, c'est un homme fort, il travaille beaucoup, c'est très très dur pour lui, vraiment, c'est très dur. Par contre, la femme qui va faire ça, tout de suite, elle va être jugée, oui. Voilà, c'est quelque chose que j'ai assez souvent constaté. Et tu me parlais aussi de cette vision-là, notamment dans la projection du couple, que parfois, les gars, quand tu leur dis que en fait, t'aimes bien travailler et que tu vas travailler tard, au début, c'est stylé, et puis en fait, ça passe assez vite, c'est ça? Si tu peux nous en dire plus. C'est des choses que j'ai vécues sur les sites de rencontres. C'est que moi, dans mon profil, je suis très très claire sur le fait que je travaille beaucoup, et puis quand on commence à discuter et qu'on me demande si à 17h30 on peut se boire pour un café, moi à 17h30 je suis au travail, j'ai pas fini ma journée. Donc au départ c'est c'est chouette, tu fais un travail de passion, tu fais un travail dans lequel tu aimes t'investir, donc c'est plutôt très très positif. Et puis au bout d'un moment quand même commence à arriver la critique oui mais du coup à quel moment tu pourrais me consacrer du temps, oui mais si tu finis tard comme ça, quand est-ce qu'on va se voir? C'est assez on arrive assez vite dans le jugement, ou quand tu dis là non je peux pas prendre ma journée pour faire quelque chose parce que j'ai une réunion importante que je peux pas décaler, j'ai un CSE ou quoi que ce soit, on te dit oui mais quand même, enfin, et c'est là qu'on arrive assez vite sur mais c'est pas ta boîte. Donc oui c'est assez marrant ce changement de oui c'est bien d'avoir c'est bien d'avoir un travail passion dans lequel on s'investit, etc., dans lequel tu t'éclates, c'est chouette. Mais quand ça commence à venir déborder sur ce qui pourrait être du ressort de la vie privée, ou en tout cas de dire mais du coup tu serais pas disponible au moment où j'aurais besoin que tu sois disponible, voilà, ou j'aurais besoin, pas où j'ai
où il est nécessaire de se voir, parce qu'à un moment donné, la vie de couple, elle se construit aussi différemment, puisque, pour le coup, j'ai eu des activités, des métiers, des postes dans lesquels, à certains moments, j'allais dire, je travaillais moins, je travaillais peut-être différemment, parce que j'ai toujours, en fait, quand même assez pas mal travaillé. Non, mais il faut être honnête, en fait, à un moment donné, j'essaie de m'en sortir comme ça, mais non. Euh, je rentrais à 4h30 ou 5h à la maison, je sais pas c'est quelque chose que je maîtrise pas. La deuxième question était autour de... Tu nous partages le fait que tu t'investis énormément dans ton travail et que ça prend beaucoup de place. Quelles sont quelque part les raisons et qu'est-ce que ça vient nourrir chez toi, en fait, cet investissement ? Ça vient nourrir chez moi plusieurs choses. Ça vient nourrir des choses qui sont notamment de l'ordre de la transmission, je trouve, puisque j'ai une équipe aujourd'hui de 10 personnes, mais je suis manager depuis plusieurs années maintenant. Et j'ai toujours eu à cœur de voir mes équipes se développer, être promues, apprendre de nouvelles choses, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, y compris d'accueillir au sein des différents services dans lesquels je suis passée, des alternants, des stagiaires, pour leur faire voir ce que c'est que le monde de l'entreprise et leur donner des conseils. Alors, bon ou mauvais, après ça... je les laisse juger de ce qu'ils veulent retenir de leur passage dans l'entreprise ou dans les services dans lesquels j'ai travaillé. Mais c'est quelque chose qui pour moi est important. Mon travail vient nourrir quelque part aussi chez moi très très fortement mon identité en fait. Je m'identifie beaucoup par rapport à mon travail. Et il est une composante très très importante de qui je suis, de ce que je fais, de ce que j'ai aussi envie de mettre en avant. Et ça a cette importance-là pour moi. Quand je rentre du travail le soir et que j'ai fait une bonne journée, je suis satisfaite. J'ai rempli chez moi une case de je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Peut-être aussi à certains moments un peu de fierté peut-être qui vient aussi là-dedans, de se dire tiens j'ai surmonté quelque chose qui paraissait à la base difficile. J'ai réalisé un objectif qui était compliqué, etc. J'ai accompagné quelqu'un qui était en difficulté ou on a trouvé une solution à un problème. Et ouais, par moments aussi un peu de fierté. Et alors, quand on préparait le podcast, on a échangé sur une période de ta vie qui a été un peu plus compliquée avec une certaine épreuve. Quelle place ou quel rôle ton travail a tenu pendant cette période-là ? Oui, je vois exactement de quoi tu veux parler. Effectivement, on avait parlé d'une période de ma vie où j'ai accompagné mon compagnon dans la maladie et où il est décédé. Et ce qui m'a permis de me sortir de cette situation difficile psychologiquement, moralement, etc. Et de ce deuil, en fait, qui était extrêmement difficile pour moi, ça a été mon travail. Je me suis réinvestie très vite dans le travail. Je pense qu'à ce moment-là, d'ailleurs, j'ai rebasculé un équilibre que j'avais retrouvé entre ma vie pro et ma vie perso dans une prédominance de ma vie pro dans ma vie. Peut-être que j'en suis d'ailleurs pas encore sortie, même au bout de bientôt 4 ans, où mon travail m'a permis d'aller de l'avant. Je me suis beaucoup réinvestie à ce moment-là. Alors, dans un premier temps, pour être très honnête, un peu en mode zombie. J'ai eu la chance d'avoir une équipe qui a été très soutenante à ce moment-là. Ouais, je me suis beaucoup réinvestie dans le travail. Donc, je le disais en mode zombie un peu au début. Parce que j'étais encore sous le choc de la situation, sûrement du chagrin, etc. Et puis, au fur et à mesure... j'ai repris le dessus. Et à ce moment-là, la question qui s'est posée, c'est au moment du décès, etc. Je me suis même retrouvée chez moi, assise sur mon canapé à pleurer, etc. Enfin, dans une situation comme on peut la vivre en cas de deuil. Et à un moment donné, de me dire, non, mais là, il faut que tu sortes de là, en fait.
Il faut que tu te lèves, il faut que tu sortes de là, il faut que tu retournes au travail. C'est pas te rouler en boule dans un coin ne va pas t'aider. Et c'est ce dont j'avais besoin personnellement à ce moment-là. Et je pense que j'avais pas besoin justement d'être dans une situation où on me conforte en fait dans le fait de mon deuil que j'ai vécu, que j'ai peut-être mis du temps à surmonter du fait de la situation la façon dont je l'ai traité. Mais c'était comme ça que j'avais besoin de le traiter en fait à ce moment-là. Et pour moi, c'était presque à un moment donné, j'allais dire pratiquement vital, ou en tout cas pour ma santé mentale, de me dire je ne peux pas rester enfermée dans cette situation de pleurs, de deuil, d'isolement, et j'avais besoin de retourner au travail. Donc je suis retournée au travail assez vite, et ça m'a aidé à remonter et à reprendre la pente. Et ce qui a été très très surprenant là-dedans, c'est que j'ai eu après des commentaires de personnes qui m'ont dit ah là là, t'es une femme forte, oh, on admire la façon dont t'as fait, etc. Et il y a juste un truc qui est très très clair pour moi, c'est que je l'ai pas fait pour forcer l'admiration de qui que ce soit. Je l'ai pas fait parce que j'attendais un retour de me dire bah je retourne vite travailler et je me réinvestis dans mon travail, etc. Je l'ai fait parce que j'en avais besoin. Et que mon mode de fonctionnement à ce moment-là était de dire si je veux m'en sortir et si je veux pas m'enfoncer dans une dépression, dans quelque chose de ce type-là, j'avais besoin de faire ça. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est quelque chose où, quand les gens viennent critiquer, juger les modes de fonctionnement des gens sur la façon dont ils traitent une situation difficile, même quelque chose des fois positif, tout simplement, c'est vous ne connaissez pas la situation de la personne, vous ne connaissez pas ce dont elle a besoin. Et en fait, l'important là-dedans, et c'est ce que j'ai compris avec ce que j'ai vécu, c'est que ce qui est important, c'est quel est mon besoin. Alors, il faut arriver à se poser cette question-là et à réfléchir en se disant, bah, de quoi j'ai besoin là tout de suite maintenant ? Est-ce que j'ai besoin de rester dans une situation où j'ai besoin de prendre du temps pour moi, isolée, etc. Ou est-ce que j'ai besoin au contraire de partir de l'avant ? Et moi, j'avais besoin de partir de l'avant, donc c'est ce que j'ai fait. Donc surtout, ne jugez pas le comportement des gens par l'aune de ce que vous n'avez pas vécu. Et ça, pour moi, c'est très important. Et j'en profite du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des collaborateurs qui justement peuvent vivre cette situation, mais de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire d'accompagner des collaboratrices comme toi qui ont perdu quelqu'un. C'est des situations parfois qu'on n'a jamais vécues, qui sont délicates. On a peur aussi de ne pas dire les bons mots, les bons termes, de ne pas être présent de la bonne façon. Toi qui l'as vécu de l'intérieur, même si c'est ta façon de voir les choses, et je suppose qu'elle est différente suivant chaque personne et les besoins, est-ce qu'il y a quand même un message que tu aimerais passer pour les personnes qui se posent cette question ? Quelle est la bonne attitude ? Ouais, je pense que c'est vrai. Ça peut être vrai pour un deuil, mais ça peut être vrai pour quelqu'un qui va revenir de maladie, quelqu'un qui a eu un burn-out, enfin quelqu'un qui traverse une situation difficile, quelle qu'elle soit en fait. Ce que ça m'a appris, et le conseil que je pourrais donner aujourd'hui, c'est il faut laisser la personne venir sur le sujet. Mais il faut laisser la porte ouverte à la discussion, c'est-à-dire ne pas venir en disant ah là là, j'ai appris que ma pauvre, mon pauvre, ah ben ta situation. En fait non, parce que en tout cas moi j'avais pas besoin de ça, et je ne le fais pas avec mes collaborateurs qui pourraient être dans cette situation-là par exemple, ou dans une situation difficile. Je les laisse venir, mais je laisse toujours la porte ouverte en me disant voilà. T'as besoin qu'on en discute, on en discute. Et puis ne pas juger et ne pas projeter ses besoins sur la personne en disant oui, mais moi, si j'étais à sa place, j'aurais besoin de ça. Et anticiper quelque chose qui ne serait pas... serait plutôt délétère qu'autre chose, en fait. C'est-à-dire que vouloir répondre à un besoin ou se dire bah, cette personne-là a ce besoin-là et... en fait, quand on est cette personne-là, qu'on se dit bah non, mais moi c'est pas mon besoin, en fait, bah, on se pose des questions de savoir pourquoi c'est pas notre besoin.
Et c'est c'est un peu dommage. Donc vraiment laisser la personne exprimer ses besoins et se tenir à sa disposition là-dessus. Et puis après, ben, il y a la phase... il y a par moment une phase où on a besoin aussi de prendre un peu de temps pour soi. On en revient sur à quel moment on s'accorde du temps et à quel moment on en a besoin. Et quand on en a besoin, il faut aussi arriver à se l'accorder. Donc c'est ça, en fait, c'est surtout ce... Je pense que peut-être le conseil, c'est de se dire, mettez-vous à l'écoute de l'autre. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé comprendre plus tôt sur le travail? Que c'était pas grave d'avoir de l'ambition. Ouais, je pense que c'est ça. Euh, En fait, quand le premier poste dans lequel je suis rentrée en grande distribution, j'étais RH dans de la grande distribution, et je pensais que je ferais toute ma carrière là. Je rappelle, dans le contexte, hein, c'était il y a 25 ans. Oui, j'avais ce côté, me dire, je vais faire toute ma carrière là, je vais m'épanouir là-dedans. Et à aucun moment, je n'avais pensé quitter cette entreprise. Bon, il s'avérait que cette entreprise a fait un plan social qui a supprimé quelques postes de la fonction RH dont mon poste, donc contrainte et forcée, il a fallu que je me tourne vers autre chose. Et, euh, et c'est là où... non, je pense que là, je n'avais pas encore compris que je pouvais avoir de l'ambition et que je pouvais encore... Donc j'ai recherché encore quelque chose à long terme. Et puis au bout d'un moment, dans ce poste-là, je me suis dit, mais en fait, je tourne en rond dans ce que je fais. On en revient sur l'ennui, l'ennui du travail et de ne pas se laisser gagner justement par cette morosité, cet ennui. Et là, j'ai commencé à regarder des postes au-dessus de ce que je faisais, parce qu'en fait, le poste que j'avais pris était assez similaire au poste que je faisais. Donc j'ai juste changé d'enseigne, hein, donc je faisais à peu près la même chose dans une autre enseigne. Et là, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas changer d'activité. Tiens, il y a un poste de DRH adjointe dans un hôpital qui m'intéresse. Tiens, je vais postuler et puis je vais y aller. Et là, ça a commencé. Et puis voilà. Donc, ouais, je pense que j'aurais aimé comprendre ça peut-être plus tôt, parce que j'ai perdu, je pense, une quinzaine d'années dans ma carrière, sans faire plan de carrière. Alors, je dis ça et en même temps... aujourd'hui, je continue à être dictée par mes envies, où on me dit aujourd'hui qu'il faudrait que je prenne tel ou tel poste pour pouvoir continuer à progresser dans ma carrière, etc. Sauf que j'aime tellement ce que je fais que j'ai du mal, donc je continue quand même malgré tout à me laisser dicter par mes envies, ma passion et par le plaisir de ce que je fais dans mon travail. Alors, je vais quand même être claire sur mon travail. Il y a des jours où je rentre chez moi le soir, euh, j'ai juste envie de donner ma démission et d'aller mettre au fond d'un trou parce que la journée a été très très dure, hein. Je pense qu'il faut quand même être assez honnête là-dessus. C'est pas rose et idyllique tous les jours. Je travaille pas dans le monde des bisounours et qu'avec des bisounours. Donc il y a des moments c'est difficile. C'est-à-dire que au global, quand je vois mon travail, mon métier, de ce que je fais dans mon quotidien, j'aime ce que je fais. Mais il y a aussi des moments difficiles, en toute honnêteté. Donc t'as pas le blues du dimanche soir de retourner au taf, mais par contre t'as des journées parfois, comme tout le monde, compliquées. Ah mais si, mais carrément, j'ai le blues du dimanche Ah soir. ouais? Ah ouais, mais j'ai le blues du dimanche soir depuis que je suis enfant, en fait. Moi, j'ai toujours eu le blues du dimanche Ah, soir. mais on peut avoir le blues du dimanche soir avec un métier passion. On peut avoir... Alors oui, on peut avoir le blues du dimanche soir avec un métier passion. Effectivement, c'est tout à fait ça. Parce que, alors moi j'ai une théorie là-dessus, alors elle est bonne ou elle est mauvaise, je n'en sais rien, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'interroge, c'est que c'est vrai que j'ai une semaine de travail qui est souvent très très dense, très impliquée, je cours partout, je suis en permanence en train de parler avec des gens, je suis en permanence en train d'écouter des gens, enfin voilà, vraiment la parole, média-parole et écoute fait partie de 99% de ce que je fais de mes journées. Et donc souvent le week-end, souvent, par moment, le week-end, il m'arrive de voir envie de couper un peu de tout ça et de m'isoler et d'être tranquille. Et en tout cas, il y a aujourd'hui un jour où je me préserve, ou en tout cas un moment que je me préserve, c'est que je me préserve toujours un moment le dimanche, où je prends du temps pour moi, où
je vais faire diverses activités qui me regardent et qui m'intéressent, ou en tout cas dans lesquelles je suis pas en interaction sociale. Euh, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas le fait d'avoir coupé cette interaction sociale pendant un moment qui fait que repartir et de repartir et de remettre la machine en route pour repartir lundi est pas un peu compliqué. Quel est le conseil que tu donnes aux autres, mais que tu n'arrives pas à respecter toi-même sur le travail? Bon, vu ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, l'équilibre de vie pro-perso, et que c'est important de garder son équilibre vie pro-perso, vraiment, c'est un sujet sur lequel je suis très très mauvaise pour me l'appliquer, ou je suis très très bonne pour donner le conseil. Ça m'arrive de dire à mes équipes, bon voilà, on s'arrête là, vous rentrez chez vous, on verra demain, et moi je reste au bureau à finir le truc. Enfin bon, voilà. Non, là-dessus, je suis très très mauvaise. Il y a ça, et il y a un deuxième sujet, alors qui est très très différent, où je dirais savoir travailler son réseau professionnel. Et là aussi, je suis pas très douée là-dedans. Voilà. 2 conseils que je donnerais, que je ne m'applique pas. Au regard de tout ce qu'on vient de se partager, de quoi tu es le plus fier? Aujourd'hui, quand je regarde le parcours que j'ai fait depuis que je suis sortie de mes études, je trouve que j'ai pas à rougir de mon parcours et de ce que j'ai réalisé et de mon parcours professionnel. Donc ça, j'en suis très fière. En tout cas, très fière, peut-être un peu fort. En tout cas, il évoque chez moi une certaine fierté d'avoir pu mener cette barque, alors que démarrage de sortie de mes études, j'avais pas beaucoup d'ambition non plus. L'ambition est arrivée après. Et ce dont je suis aussi très fière, c'est que quand je regarde les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, les alternants que j'ai eus, les stagiaires que j'ai eus, et que quelques années après, ils m'envoient un message pour me dire qu'ils ont beaucoup appris quand ils ont été en stage avec moi, quand ils ont travaillé, quand on a travaillé en collaboration, et qu'ils ont réussi à avoir un poste qu'ils souhaitaient, ou décrocher le stage d'après dans l'entreprise de leurs rêves, parce que ce qu'ils avaient appris dans le service leur a beaucoup servi. Et ça, c'est une vraie fierté, vraiment, ce côté de transmettre, d'aider les personnes à se développer. Ou quelqu'un que j'ai pu à un moment donné embaucher. Je me souviens, j'ai notamment en tête une personne que quand j'étais en grande distribution, que j'avais embauchée, qui venait pas du tout du milieu du commerce, qui venait des dom-tom et qui cherchait un travail, et son profil, j'avais trouvé son profil et son comportement très très intéressant pour quelqu'un qui me vend. Et je me souviens, je l'avais embauché en tant que vendeur en informatique. Et bon, il a fait derrière une belle carrière, et quelques années après, il m'a envoyé un message pour me remercier. Il venait de prendre un poste de manager, et en me disant, en fait, c'est grâce à toi si je suis là aujourd'hui, parce que tu m'as fait confiance, parce que tu m'as donné ma chance, etc. Et franchement, ça fait partie des vrais, je trouve, des vrais cadeaux professionnels qu'on peut avoir, cette reconnaissance de quelqu'un qui se souvient des années après que, à un moment donné, j'ai été importante pour lui dans sa carrière, ou en tout cas j'ai permis d'initier ou de catalyser quelque chose, voilà, d'entraîner quelque chose. Ouais, ça, je trouve que c'est une vraie fierté. Et on lui passe le bonjour, il nous écoute. Et on lui passe le bonjour. Ça fait des années que j'ai pas de ses nouvelles, mais vraiment, si jamais il écoute ce podcast, qu'il n'hésite pas. J'ai toujours ce mot en tête, et ça fait partie des choses qui m'ont marquée. On a évoqué pas mal de sujets dans cet épisode. On a parlé du travail comme outil de guérison. On a parlé d'équilibre vie pro-vie perso, et de l'autorisation qu'on a le droit en tant que femme de se dire qu'en fait on kiffe travailler, qu'on a envie de terminer tard parce que en fait on s'épanouit dans ces moments-là. On a parlé de transmission. Et que surtout on doit assumer le fait qu'on ait envie de le faire. Voilà, exactement, et que c'est un choix aussi. On a parlé de transmission, d'utilité.
Qu'est-ce que t'aimerais que les gens retiennent de ton passage ? Soit quelque chose en plus, allez, soyons fous, ou soit vraiment la chose qui te paraît le plus important dans tout ce qu'on a partagé. Ne laissez pas les jugements prendre possession de vous, de votre carrière, de vos propres décisions, en fait. Vous êtes des gens qui sont responsables de leur vie, vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Vous avez envie de vous investir dans votre travail, faites-le. Vous avez envie, à certains moments de votre carrière, de prendre un temps partiel parce que vous avez envie de vivre de votre passion ou de faire quelque chose du cadre de votre passion, faites-le. Ne répondez pas aux injonctions des gens où le travail, il doit être comme ci, comme ça, un homme dans le travail doit se comporter comme ça, une femme dans le travail, elle doit se comporter comme ça. Non. Mais restez maître de vos décisions et de votre vie professionnelle. Merci Delphine. Merci Laura. Dites-nous en commentaire si cette histoire vous a parlé, ce qui a peut-être résonné. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker et repartager ce podcast afin qu'on puisse continuer à produire de nouveaux épisodes. Si vous souhaitez partager votre histoire à ce micro, n'hésitez pas à nous écrire. D'ici là, prenez soin de vous.